Bonjour, on se retrouve pour la suite du top 50 des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire NBA. Comme je l'avais dit dans la première partie, si j'ai choisi de faire ce classement, c'est tout simplement parce que je trouve qu'il y a des joueurs qui ont fait le taf, qui ont été très influents dans leurs équipes sans jamais avoir une certaine reconnaissance. Alors vous verrez qu'évidemment il y a du Hall of Famer, il y a du All-Star, mais pas forcément toujours cité parmi les joueurs les plus intéressants à leur poste et dans l'histoire. Donc on avait fait la place 50 au numéro 41 et j'attaque tout de suite avec le 40e choix et j'ai choisi de vous présenter André Iguodala. André Iguodala, joueur d'un peu moins de 2 mètres qui est sorti de l'université d'Arizona. C'était le 9e choix de la draft 2004. Il est sélectionné par les Philadelphia Sixers. Alors c'est un joueur qui en carrière pèse un peu plus de 12 points, 5 rebonds, 4,4 passes, le tout autour de 45-46% de réussite à 2 points et 33% de réussite à 3 points. Donc ce joueur il est vraiment particulier, ça se lit pas forcément dans ses stats, même si je vous ai compilé les stats à son prime. Il a tourné à 19,9 points, 6,5 rebonds, 6,3 passes et plus de 2 interceptions. Donc il a quand même produit de grosses stats, mais en fait Iguodala est un joueur très influent. Partout où il est passé, que ce soit donc d'abord aux Sixers, après à Denver et désormais chez les Warriors, c'est un joueur ultra influent. Je vous rappelle qu'il a été MVP des finales 2015, 3 fois nommé dans la All NBA Defensive Team. C'est un joueur, si on devait le comparer, c'est une espèce de Scottie Pippen. Voilà, il est capable de jouer poste 2, poste 3. De trouver des décalages pour ses coéquipiers. C'est un joueur très altruiste, capable de finir dans le cercle, une grosse détente. Je rappelle qu'il avait participé au concours de dunk pendant le All-Star Game. Et c'est un joueur au QI basket très intéressant. Parce que voilà, il arrive à très bien analyser le jeu, savoir ce qui est important pour son équipe. S'il doit planter quelques shoots à 3 points, il est capable de les mettre. S'il faut aller provoquer et récupérer des fautes, il est capable aussi de le faire. Et voilà, je pense que s'il avait été un joueur assez égoïste, je pense il aurait pu passer toute sa carrière entre 20 et 25 points, mais ce gars-là, il a choisi d'être un coéquipier exemplaire, de faire briller justement ses coéquipiers et faire gagner ses équipes. Et on le voit avec les Warriors. Les Warriors, malgré le fait qu'il y ait Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, ce n'est pas la même équipe quand il y a André Iguodala, d'une part parce qu'il donne confiance à ses coéquipiers, et puis s'il y a un dernier shoot, un contre, une interception, on sait qu'Iguodala est capable de le faire. Voilà, à noter, il a été MVP du Rookie Game en 2005 en produisant 26 points et 13 rebonds, donc ça c'est énorme. Il a été 2 fois médaillé d'or avec Team USA en 2010 et en 2012. Donc voilà, joueur avec une immense carrière quand même. Il a côtoyé de sacrés stars, Allen Iverson, Klay Thompson, Curry, etc. Et c'est vraiment un défenseur de premier ordre. Voilà, joueur très très influent, pas forcément cité parmi les meilleurs arrières ailiers de l'histoire, mais je trouve que franchement, voilà, si on regarde ses stats, c'est pas forcément exceptionnel. Par contre, si on regarde son influence dans le jeu, c'est bien au-delà de la moyenne. Je rappelle qu'il est quand même le seul MVP des Finals à avoir été 6e homme pendant la saison. Alors certes, il avait joué en tant que titulaire sur la finale, surtout sur la fin de la série, mais voilà, c'est le seul MVP des finales à avoir été 6e homme pendant la saison régulière. Donc André Iguodala, c'est quand même un sacré client, notamment en défense. Voilà, on passe au numéro 39 et j'ai choisi Alex English. Donc il a passé sa carrière entre 77 et 91, joueur d'un peu plus de 2 mètres, qui a été sélectionné 23e choix de la draft 76 par les Bucks. Donc il a passé 2 ans à Milwaukee, mais il est surtout reconnu comme joueur des Denver Nuggets puisqu'il y a passé 10 saisons. Les stats de notre ami Alex English, ça va très très haut. Donc les stats en carrière, c'est plus de 21 points, 5,5 rebonds, 3 passes et demi par match, le tout à 50%.
de réussite à 2 points. Et puis les stats à son prime, c'est 29,8 points en 1986, 8,1 rebonds, 5,3 passes, une interception et demie, un contre et demi par match. Donc c'est un gars qui en carrière compile 25 000 points, 6 500 rebonds, 4 300 passes. Donc un gros scoreur, capable aussi d'aller récupérer des rebonds, de placer des contres, une grosse technique près du cercle, parce que c'est vrai qu'il se rapprochait souvent du cercle, que ce soit dos au panier, mais voilà, il était capable de finir très intelligemment, scoreur infatigable, shooter mid-range de très grande qualité. Il est toujours le meilleur marqueur, passeur et rebondeur offensif des Nuggets. Clairement, c'est le meilleur joueur all-time des Nuggets, Alex English. Voilà, il fait partie aussi de cette équipe de Denver qui était ultra offensif dans les années 80. C'est le coaching de Doug Moe, donc coach un peu précurseur dans le sens où il jouait un petit peu comme les Suns des années 2000, c'est-à-dire 1-2 passes et ça shoot, beaucoup de contre-attaques. Voilà, donc il en a profité aussi en termes de stats, Alex English. Si je devais le comparer, c'est un espèce de petit Kevin Durant, mais voilà, très longiligne, assez classieux. Et voilà, Alex English, jamais cité parmi les meilleurs poste 2, poste 3 de l'histoire. Et c'est un petit peu dommage parce que ce gars-là, dans les années 80, il plante 30 points par match. C'est le vrai franchise player de son équipe, même s'il avait quand même de très bons joueurs à côté de lui. Voilà, sous-estimé Alex English, et du coup il est le 39e choix de ce top 50 des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire. On continue au numéro 38, avec Eddie Jones, joueur de Temple University, joueur deuxième arrière, petit ailier, mais plutôt deuxième arrière. C'était le 10e choix de la draft 94 et drafté par les Lakers. Donc il commence sa carrière avec les Lakers. Ses stats en carrière, c'est 15 points par match, 4 rebonds, pratiquement 3 passes. Le tout à 43,7% de réussite, c'est pas exceptionnel, mais par contre 37% à 3 points, c'est plutôt pas mal. Et puis les stats à son prime, c'est 20,1 points, 5,1 rebonds, 4,2 passes décisives, pratiquement 3 interceptions et plus d'un contre par match. Donc Eddie Jones est un gros défenseur, sérieux client, poste 2. Joueur très fin, très sec, qui pétait des dunks ultra violents et un vrai chien en défense. Donc il a commencé sa carrière avec les Lakers. Il n'a pas vraiment de chance parce que du coup il a été tradé à Charlotte contre Glenn Rice avant l'avènement des Lakers et leur titre de 2000, 2001, 2002. Et du coup il passe un petit peu à côté d'une grande carrière, je pense, Eddie Jones, parce que c'était le gars qui était capable de défendre face aux meilleurs joueurs extérieurs adverses. Et il était capable aussi de prendre feu en attaque. C'est un petit peu comme Iguodala, voilà, il était capable d'analyser ce qu'il fallait pour son équipe. Et puis voilà, une grosse intensité. Voilà, surtout en défense comme en attaque, un surexcité capable d'accélérer très fort vers le cercle et de finir très fort. Après, il a joué à Miami avec Pat Riley, donc ça collait parfaitement avec le style ultra défensif de Pat Riley. Donc il a une très belle carrière, Eddie Jones, mais pareil, jamais cité parmi les postes 2 très influents de l'histoire. Alors c'est pas le plus influent, mais ce gars-là a simplement 3 sélections All-Star. Il a quand même été nommé 3 fois All Defensive Team, MVP du Rookie Game. Donc il a quelques lignes à son palmarès, mais je pense s'il était resté aux Lakers, on parlerait bien différemment d'Eddie Jones. Et c'est vrai que c'était un peu le chien de garde de Kobe, c'est un peu lui qui l'a formé. C'est des joueurs d'ailleurs qui se ressemblent un peu. Alors évidemment, Kobe avec un level beaucoup plus élevé en termes de scoring qu'Eddie Jones, mais voilà, dans l'intensité, c'est je pense un petit peu Eddie Jones qui a formé Kobe durant ses premières années. Donc très beau joueur, Eddie Jones.
On passe au numéro 37 et j'ai choisi Terry Porter, le meneur Terry Porter, 24e choix de la draft 1985, drafté par Portland. Donc vrai meneur de jeu, capable de jouer combo, mais bon, c'est quand même plutôt un vrai meneur. Ses stats en carrière, c'est un peu plus de 12 points, 3 rebonds, 5,6 passes. Et à son prime, c'est un peu plus de 18 points, 4,6 rebonds, un peu plus de 10 passes par match et 2 interceptions. Donc il a passé sa carrière à Portland, ensuite il est parti dans le Minnesota, ensuite Miami pour finir à San Antonio où il est champion avec les Spurs. C'est un joueur qui complètera durant sa carrière 15 000 points et 7 000 passes, donc c'est pas négligeable en termes de stats, Terry Porter. Mais si je le classe ici, voilà, il n'a pas des stats hallucinantes, mais Terry Porter c'est un vrai maître à jouer et très influent sur toutes ses équipes. Alors joueur avec des fondamentaux très solides. Très bon défenseur, bon intercepteur, voilà, le gars qui est super enquiquinant, avec des mains actives, capable de couper les lignes de passe. Et puis c'est un joueur aussi très clutch, qui a mis des paniers très importants en playoff, et il en a joué un paquet, que ce soit avec Portland ou en fin de carrière avec les Spurs. Voilà, il a joué beaucoup de matchs de playoff, il a été en finale. C'est un joueur qui a connu vraiment la pression, et il a toujours très bien résisté. Joueur très aimé de ses coéquipiers, de ses coachs. Clairement, c'était un coach sur le terrain, un vrai relais sur le terrain, un vrai général également. Vraiment, il entraînait ses équipes vers pas le titre, parce que il en a pas eu 50, mais il a eu vraiment des belles équipes avec notamment les Blazers. Et puis quand il est échangé et qui part du côté de Minnesota, il change de registre, parce que Minnesota c'est pas une équipe qui gagne, et du coup il devient un peu le grand frère, notamment de Kevin Garnett dans ce début de carrière. Hop, Kevin Garnett, et voilà, il a formé aussi ces jeunes loups quand il était du côté de Minnesota. Donc voilà, c'est un joueur, on voit pas dans ses stats un joueur énorme et légendaire, mais Terry Porter c'est un meneur qui a compté presque jusqu'au dernier jour de sa carrière, même avec les Spurs où il avait un rôle beaucoup plus réduit qu'avec Portland. Il a continué à être très influent et très important dans son équipe. Donc j'adore ces joueurs là qui, même en terminant sa carrière, même en jouant 15 minutes par match, ils sont ultra influents. Et voilà, capable de rendre leurs coéquipiers meilleurs, et c'est en ça que je le classe parmi les 50 joueurs les plus sous-estimés de l'histoire. On passe au numéro 36 et j'ai choisi de vous présenter Sidney Moncrief. Sidney Moncrief, combo d'1m90, plutôt deuxième arrière que meneur. C'est le 5e pick de la draft 1979, drafté par Milwaukee. Donc ce gars-là, au niveau des stats, il a envoyé en carrière 15,6 points, 4,7 rebonds, 3,6 passes à 50% de réussite. Et à son prime, c'est un peu plus de 22 points par match, 6,7 rebonds et plus de 5 passes. Donc en termes de comparaison, c'est un petit peu difficile de comparer. Je dirais une sorte de compromis entre Westbrook et Arenas. Voilà, c'est pas vraiment un meneur de jeu, capable de jouer poste 1, mais voilà, plutôt finisseur que créateur. C'est un joueur qui rentrait beaucoup dans la raquette par son drive. Il était capable de prendre des pull-up jumpers comme ça en première intention. Après, ou sinon c'était un joueur qui allait provoquer vraiment tout autour de la raquette, près du cercle. Et surtout, au-delà de planter ses 20 points par match et de prendre 5-6 rebonds et d'envoyer 4-5 passes, c'est surtout un joueur très fort défensivement, et c'est pour ça que je le mets dans ce classement. Il a été quand même 2 fois Defensive Player of the Year. Donc ça déjà, c'est une petite caste particulière de joueurs qui ont eu plus d'une fois le titre de meilleur défenseur de l'année. Je crois qu'il a été 5 fois nommé dans le All Defensive Team. Voilà, un gros QI défensif, un vrai poison qui colle à
à son attaquant avec des mains ultra actives, les lignes de passe vraiment bondissant, capable d'aller mettre des contres aussi. Et voilà, puis il avait du style, Moncrief, voilà, dans ses shoots, dans ses pénétrations, très technique, ses finitions proches du cercle. Et c'est un gars qui est jamais cité parmi les meilleurs défenseur de l'histoire à son poste, c'est-à-dire plutôt poste 2. Et je trouve que c'est très dommage, c'est des Moncrief, d'autant plus que même s'il a passé l'essentiel de sa carrière à Milwaukee, il n'était pas dans une équipe qui a surdominé, évidemment, il n'a pas gagné de titre, mais c'est un joueur qui a joué 11 fois les playoffs dans sa carrière, notamment avec Milwaukee, dans des très belles équipes, avec Bob Lanier, avec Marques Johnson, des joueurs eux aussi sous-estimés, et d'ailleurs ils feront partie du top. Bob Lanier, on l'a déjà passé, mais voilà, c'était des équipes quand même très solides, et elles étaient solides, notamment grâce à Sidney Moncrief, jamais cité parmi les meilleurs défenseurs de l'histoire. Donc je le mets numéro 36 de ce top 50 des joueurs les plus sous-estimés. On passe au numéro 35 et là, attention, légende, Walt Bellamy, 2m11, premier choix de la draft 61, drafté par les Chicago, non pas Bulls, les Chicago Packers. Voilà, les Chicago Packers avant les Chicago Bulls. Rookie de l'année 62, 4 fois All-Star, Hall of Famer. Alors je le mets numéro 35. Walt Bellamy, je le mets pas plus haut parce que sur le principe il pourrait intégrer le top 10 tant il a été fort, Walt Bellamy. Je le mets quand même numéro 35 parce qu'il a été Hall of Famer, parce qu'il a été All-Star, mais je vais donner ses stats en carrière, c'est 20 points, 13,7 rebonds, un peu plus de passes décisives, à 51% de réussite au shoot, et à son prime ça va taper très très haut, c'est plus de 31 points, 19 rebonds. Donc en carrière il fait 20 000 points, 14 000 rebonds, c'est assez énorme. Alors Walt Bellamy, il devrait être cité parmi les 5 meilleurs pivots all-time. Si, et je dis bien si, il n'y avait pas eu Will Chamberlain, et Bill Russell. Voilà, il est vraiment injustement reconnu par rapport à ça parce que toute sa carrière, il s'est tapé du Wilt, du Bill Russell, du Wes Unseld, du Cowens, du Jabbar, etc. Donc c'est vraiment un moment de l'histoire où il y a eu des pivots vraiment dominateurs et du coup il s'en tirait plutôt pas mal quoi. C'est un joueur qui en carrière contre Will Chamberlain et Bill Russell tourne à plus de 24 points. Donc c'est un vrai athlète, grosse détente, très propre à 3-4 mètres, il était capable de prendre des shoots, de mettre des bras roulés. À la fois très puissant mais également délié. Donc voilà, superbe athlète, Walt Bellamy. Il a toujours très bien résisté face aux gros pivots de son époque. C'était aussi un joueur très intelligent en défense. Voilà, c'était un peu comme Bill Russell, des gars qui étaient capables d'aller bâcher ses adversaires, mais qui rendaient le ballon dans le jeu, il ne les mettait pas en tribune. Voilà, le but c'était simplement de contrer pour pouvoir envoyer une contre-attaque d'un joueur très intelligent en défense. Et voilà, il a rivalisé quand même avec des légendes, et au final, pareil, on le cite quasiment jamais dans les meilleurs pivots all-time. Alors c'est vrai, il n'a pas eu de titre, mais très fort, et simplement 4 fois All-Star pour Walt Bellamy. Quand on envoie du 31 points, 19 rebonds, voilà, dans sa première carrière, dans sa première saison, pardon, il envoie plus de 31 points quoi. Je crois que c'est le deuxième meilleur marqueur de l'histoire en tant que rookie. Je crois qu'il y a que Will Chamberlain qui est au-dessus. Faudrait vérifier, mais il me semble, voilà, de toute façon plus de 30 points pour un rookie, c'est extrêmement rare. Donc Walt Bellamy, il faut un petit peu le citer comme l'un des plus grands pivots de l'histoire, tout simplement parce qu'il a résisté toute sa carrière à de véritables légendes. Voilà, après il a pas eu de titre et pas été non plus dans des équipes qui ont vraiment dominé. On l'identifie plutôt comme un joueur des Hawks. Il a joué donc à Chicago, à Baltimore, à New York, à Détroit. Donc voilà, il était un peu trimballé dans des équipes qui ne dominaient pas. Donc c'est, je pense, pour ça qu'il est jamais cité plus haut parmi les pivots de l'histoire. Mais moi je le mets 35e choix de mon top 50 All NBA.
Numéro 34, on passe à Antoine Jamison, joueur de 2,5 m, passé sa carrière entre 99 et 2014. Donc c'est un joueur qui pouvait jouer ailier fort et ailier, parce qu'il pouvait s'écarter, une espèce de stretch fort. Joueur de North Carolina, drafté 4ème de la draft 98 et échangé contre Vince Carter. Donc il a été 2 fois All-Star, et je trouve que c'est un petit peu injuste parce que un joueur très intelligent, ses stats en carrière c'est quand même plus de 18 points, 7,5 rebonds à 45% au shoot et 34% à 3 points. Donc ça c'est très bon, c'est un très bon shooter à 3 points, Antoine Jamison. Et à son prime c'est 24,9 points, 10,2 rebonds et plus d'une interception, pratiquement une interception et demie. Alors en carrière il compile 20 000 points par match, 8 000 rebonds et 1000 interceptions, donc ça classe déjà le joueur qu'il était. Donc c'est un joueur très régulier, voilà, il mettait pas non plus 40 points par match, mais par contre il était jamais à 10 points, en tout cas dans son prime. C'était un joueur qui clairement tournait entre 18 et 20 points tous les soirs, il prenait ses 8-10 rebonds tous les soirs, c'était extrêmement propre, un tir vraiment soyeux, une belle mécanique de shoot, un joueur très classe. Antoine Jamison, alors il manquait un tout petit peu de défense pour qu'il soit plus haut ou dans ce classement ou plus haut justement dans l'histoire. C'était pas non plus une passoire, mais voilà, il était un tout petit peu soft parfois en défense. Il se faisait un tout petit peu enfoncer parfois, donc défenseur plutôt moyen, mais par contre en attaque il avait toute la panoplie. Il pouvait rentrer dans la raquette, dos au panier, aller créer son shoot, sortir derrière un écran réception shoot à 3 points sans planter dedans. Voilà, donc un joueur sur lequel vraiment toutes les équipes ont pu compter, que ce soit les Warriors, Dallas, Washington. Il a fini sa carrière aux Lakers et à Cleveland, puis aux Lakers si ma mémoire est bonne. Et il a toujours quand même été influent dans ses équipes, quasiment jusqu'à sa dernière année. Il était capable de tourner toujours autour de 10 points. Donc pareil, j'aime bien ces joueurs, sans être les méga stars, les franchise players. Tous les soirs on compte sur eux et ce sont de vrais professionnels. Et voilà, il a quand même planté 20 000 points en carrière, Antoine Jamison, rarement cité, vraiment oublié. Et c'est un petit peu dommage parce que c'était vraiment un très très beau joueur à avoir joué. Il manque un tout petit peu de défense pour passer ce palier, mais vraiment un joueur que j'adorais moi personnellement, Antoine Jamison. Voilà, le joueur parfait qui la ramène pas. Alors si je devais le comparer pour les plus jeunes qui l'ont pas vu jouer, je dirais une espèce de Kyle Kuzma, moins foufou, plus structuré dans son jeu parce qu'il sortait quand même de North Carolina, donc avec une certaine discipline de jeu, mais voilà, c'est un poste 3-4, shooter qui peut s'écarter, qui peut pénétrer, enfoncer des dunks également. Très très beau joueur, Antoine Jamison. Choix numéro 33, j'ai choisi Dennis Johnson. Combo guard d'1,93 m, drafté au second tour de la draft 76, donc pas coté du tout à sa sortie d'université, donc il a joué entre 77 et 90, et si un joueur finalement qui sera 5 fois All-Star, 2 fois All-NBA, MVP des Finals 79, 3 fois champion, 9 fois le Defensive Team. Donc un joueur avec une carrière vraiment immense et vraiment on l'attendait pas. Donc c'est une vraie surprise. Les stats en carrière c'est 14 points, pratiquement 4 rebonds, un peu plus de 5 passes à 45% de réussite. Et à son prime c'est plus de 19 points, plus de 5 rebonds et quasiment 8 passes. Donc ce gars-là, c'est vraiment un sacré gros défenseur. Voilà, c'est surtout là dans ce secteur de jeu qu'il a été très très influent. Un des meilleurs défenseurs meneurs all-time, Dennis Johnson. Il a monté sa carrière comme ça, d'abord à Seattle où il était quand même plus responsabilisé qu'à Boston en termes de scoring parce qu'il n'avait pas à côté de lui du Larry Bird ou du McHale. Voilà, après quand il arrive à Boston, il est plutôt un meneur gestionnaire défenseur, mais quand il faut, Dennis Johnson, ça met dedans, ça va chercher des paniers près du cercle, voilà, capable de finir toujours de manière un peu improbable. Dennis Johnson, pas une grande technique de shoot, voilà, pas un super beau shoot, mais un joueur très important dans ses équipes, un peu comme Terry Porter, joueur
très influent. Seattle aurait pas été champion sans Dennis Johnson. De toute façon, il est MVP des finals en 79, finale 79 pour Dennis Johnson. Et même Boston, on cite toujours Larry Bird, McHale, Parrish. Dennis Johnson, c'est le gars qui crée ce lien, qui est toujours là. Il suffit de le regarder dans ses finales face à Magic Johnson. Il embêtait vraiment Magic Johnson et voilà, toujours les mains ultra actives et récupérer des paniers. Magic n'arrivait pas forcément à installer le jeu des Lakers quand il était face à Dennis Johnson. Voilà, un instinct défensif de premier choix, de premier ordre. Et si je devais le comparer à la NBA actuelle, un peu difficile, alors je dirais un croisement entre Jrue Holiday et Tony Allen. Tony Allen pour la défense, je dois même dire qu'il était au-dessus, très franchement, de Tony Allen, parce que déjà, il était un joueur offensif quand même tout autre que Tony Allen, et un peu moins fou que Jrue Holiday, mais voilà, c'est une espèce de combo entre Jrue Holiday et Tony Allen. Dennis Johnson, je rappelle, MVP des finales, 9 fois All Defensive Team, gros défenseur, jamais cité parmi les meilleurs meneurs, ou en tout cas les meilleurs meneurs défensifs all-time. Dennis Johnson, trop oublié et trop influent dans ses équipes pour être oublié. On passe au numéro 32 et j'ai choisi Rip Hamilton, Richard Hamilton, joueur d'un peu moins de 2 mètres, 7ème pick de la draft 99, joueur sorti de Connecticut. Il avait à l'époque quand même une bonne hype autour de lui. C'est un joueur qui a tourné en carrière à 17 points par match, plus de 3 rebonds, plus de 3 passes, le tout à 45% de points et 35% à 3 points. Et à son prime, Richard Hamilton, ça tourne à 20 points par match, presque 4 rebonds, presque 5 passes décisives et plus d'une interception par match. Alors sa carrière, il a passé ses 3 premières années à Washington, puis 9 ans chez les Pistons à Détroit, où il récupérera du titre NBA, et ces 2 dernières années à Chicago. Donc Rip Hamilton, on le connaît par rapport à son visuel avec son masque. C'est l'homme masqué, Rip Hamilton, très beau shooter. Dans la comparaison, on l'a beaucoup comparé durant sa carrière avec Jimmy Miller, un peu le même style de joueur, réception, shoot, il pose pas beaucoup de dribbles, que ce soit en mid-range ou à 3 points, des grosses qualités de déplacement. Donc c'est pas un joueur ultra physique, même si tu es capable d'aller mettre des dunks et de rentrer un petit peu in the paint, mais voilà, c'est un joueur qui a surtout joué avec son shoot et son intelligence de jeu, capable de tourner derrière les défenseurs, d'emporter et d'exploser des défenses, de très bien jouer avec notamment Ben Wallace chez les Pistons, avec passer très bien derrière les blocs pour récupérer de bons ballons et mettre à 3 points. Voilà, après il est pas plus haut dans mon classement et pas plus haut dans l'histoire parce que c'était pas un défenseur exceptionnel. Par contre il se donnait beaucoup, mais physiquement quand même assez léger, Rip Hamilton. Mais voilà, c'est un joueur très sérieux, il a jamais fait n'importe quoi, très discipliné et voilà, dans sa grosse période à Détroit, c'est un joueur qui pèse franchement 20 points par match pendant toutes ces saisons, quasiment pendant 9 saisons chez les Pistons. Il est simplement 3 fois All-Star, 3 fois All-Star. Quand on est champion avec Détroit, joueur influent, voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. On a préféré titulariser ou mettre au All-Star Game des joueurs plus flashy, mais Rip Hamilton il a fait le taf, avec les Pistons. Voilà, un petit peu dommage qu'ils soient pareil jamais cités comme des joueurs vraiment importants dans l'histoire. Rip Hamilton, c'est 20 points, un shoot nickel, du shoot à 3 points, bien discipliné, bien sérieux, pas égoïste du tout. Voilà, Richard Hamilton, un peu oublié, c'est pour ça que je le mets choix numéro 32 de ce top 50. Et puis je vais terminer avec le numéro 31 et Jeff Hornacek, qui a joué entre 87 et 2000, joueur d'1m90,
Vrai deuxième arrière, il a peu évolué, même s'il pouvait dépanner à la main, il a peu évolué sur le poste 1, donc vrai deuxième arrière. 22e pick du second tour de draft 86 par les Suns. Donc joueur qui n'était pas du tout attendu. Même lui, je pense qu'il a réalisé une carrière bien au-delà de ses espérances, Jeff Hornacek. Ses stats en carrière, c'est un peu plus de 14 points, plus de 3 rebonds, quasiment 5 passes. Ses moyennes au shoot, c'est 50% à 2 points, 40% à 3 points. Et puis à son prime, c'est plus de 20 points par match, 5 rebonds, pratiquement 7 passes et 2 interceptions. Donc très très bon défenseur, Jeff Hornacek, malgré le fait qu'il ait des qualités physiques pas terribles. Mais franchement, il se battait beaucoup. C'est un peu comme John Stockton. D'ailleurs, dans la deuxième partie de carrière d'Hornacek, ils seront associés avec Karl Malone chez les Jazz. D'ailleurs, ils iront jouer deux finales perdues face aux Bulls de Michael Jordan. Mais voilà, c'est un vrai shooter. Shooter de premier ordre, voilà, quand on plante 50% à 2 points, 40% à 3 points et plus de 85, pas loin des 90, je vous dis ça de mémoire, au lancer franc. Je vais donner sa carrière, il passe d'abord 6 saisons aux Suns, une petite pige du côté de Philadelphie, et puis il termine chez les Jazz avec 6-7 saisons avec les Jazz. Joueur très très collectif, très intelligent, alors QI basket énorme parce que voilà, il jouait pas sur ses qualités physiques, même s'il avait des appuis assez solides, il était assez rugueux, Jeff Hornacek. Presque vicieux Hornacek, vraiment dans le style John Stockton, deux joueurs au caractère assez similaire, et voilà, il n'était pas unidimensionnel en plus. Voilà, je vous l'ai dit, il faisait un petit peu solide en défense, mais il était capable aussi voilà, de trouver les joueurs démarqués. Parce que quand on tourne autour de 5-6 passes, c'est que voilà, on est capable de trouver des bons angles, de décaler du Brian Russell, de trouver aussi dans les systèmes Karl Malone en pick and roll. Également permis au Jazz de passer un palier et d'arriver en finale. Alors certes, ils perdent à chaque fois contre les Bulls, mais il a contribué à rendre cette équipe crédible. Et à ce titre-là, Jeff Hornacek a vraiment été influent dans chacune de ses équipes, que ce soit aux Suns ou au Jazz. Voilà, on en a terminé avec cette partie du top 50 des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce classement. Et puis il y a un Game Time, les rendez-vous de l'histoire qui se prépare. Vraiment, j'espère pour vous, super passionnant. À très bientôt les amis.